Donc, notre première table ronde aborde un sujet brûlant, les violences sexuelles. À Tahiti, 248 procédures pour viol et agression ont été enregistrées en 2015. 167 d'entre elles concernaient des mineurs, soit près de 67% des victimes d'infractions. Viol, agression, exhibition, les atteintes sexuelles sont une source d'encombrement des tribunaux en Polynésie. Si on compare nos statistiques avec la métropole, y a-t-il plus de violences sexuelles en Polynésie? Comment explique-t-on l'ampleur de ce phénomène? Quels sont les axes de prévention? Comment intervenir auprès des familles pour prévenir ces violences? Autant de questions auxquelles les intervenants tenteront de répondre. Alors, pour en parler ce matin avec nous écouterons d'abord M. Steve Pourchasse, brigade de prévention de la délinquance juvénile de la Gendarmerie nationale, puis M. Martial Renaud, vice-procureur de la République chargé des mineurs, puis M. Philippe Lambrigo, responsable du milieu ouvert, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et nous finirons les interventions avec Mme Nadine Colori, psychologue clinicienne du CHPF, mais affectée au centre pénitentiaire et doctorante en anthropologie. Et nos 4 intervenants invités, nos Français-Canadiens, interviendront aussi au moment des questions. Mais on est bien d'accord, vers 9h15, on essaye de passer aux questions du public. Merci beaucoup. Rana, bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, l'adjudant-chef Steve Pourchasse de la BPDJ, qui représente une unité de 4 gendarmes et qui travaille au sein du service, enfin, du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française, ici sur le territoire. Donc cette BPDJ, alors elle a 2 axes d'action. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, c'est un peu loin du thème de ce matin des violences sexuelles sur mineurs ou majeurs. Mais elle a un premier axe d'action qui est celui de la prévention. Alors, la prévention, c'est quoi? C'est notamment sur cette thématique, c'est de pouvoir intervenir auprès des victimes avant qu'elles le deviennent, ou peut-être amener à révéler, parce que c'est le cas, c'est notre travail au quotidien, révéler des situations qui seraient restées dans le chiffre noir dont on parlait déjà hier, de la non-révélation de faits. Donc sur cette prévention, et notamment concernant les violences sexuelles, c'est des choses qu'on aborde tous les jours. Il faut faire de la prévention, il faut éduquer, il faut informer. Donc plusieurs services le font. On travaille beaucoup en partenariat, bien sûr, avec la santé, le social, pour faire ce genre de choses. Avec l'éducation, ça va de soi. Pour apporter des messages adaptés, pour créer des supports compréhensibles aussi, notamment si on parle des plus jeunes. La thématique de la sexualité est une thématique extrêmement compliquée à aborder, notamment chez les très très jeunes, même si avec la société actuelle, ils ont une prise directe avec l'image, et très souvent, notamment sur des vecteurs tels qu'Internet, la sexualité y est beaucoup présente et très tôt. Donc du coup, on essaye de mettre en place ces projets pour pouvoir apporter des actions et permettre d'avoir à ces enfants d'un moment donné de mettre des mots éventuellement sur des mots qui pourraient se traduire en MAUX en matière, et afin de réagir à certaines situations. Donc ça, on le fait à partir des classes de 6e. Je sais que ça va faire rebondir beaucoup de gens ici. J'aimerais le faire beaucoup plus tôt, et actuellement, il y a une réflexion là-dessus, c'est de créer des outils justement pour dès les tout petits, le raisonnement il est là, dès les tout petits, aborder peut-être ce qui n'est pas forcément abordé toujours à la maison, pour tout un tas de raisons religieuses, familiales, mais aborder des informations là-dessus. Comme je vous le disais, très souvent, lors de nos séances, que ce soit au primaire ou au collège, on est amené à révéler des situations lors de nos interventions. Pas plus tard qu'en début de semaine dernière, une jeune fille qui, à l'issue d'une intervention, vient révéler des choses qui remontent à 4, 5 ans, 10 ans, avant bien sûr la révélation. Donc ça, c'est pour le volet prévention. Donc je vous inviterai à poser des questions là-dessus tout à l'heure, parce que le but, j'ai compris ce matin, c'était qu'il y ait plus d'échanges, plus de raisonnement sur ce qu'on peut faire ici, nous, en Polynésie. Je ne vais pas dire ça devant mon patron, mais moi je suis attristé au quotidien d'être que à 4 et face
face à une situation qui demande plus d'énergie, plus de... Alors c'est vrai qu'on lit les partenariats pour ça, hein, mais face à une problématique qui, chez nous, en Polynésie, reste extrêmement importante, les violences sexuelles, et notamment sur les mineurs, ça reste un contentieux extrêmement important en la matière. Donc ça, c'était pour le volet prévention. Ensuite, la BPDJ, comme je vous le disais, deuxième axe d'action, c'est les auditions de mineurs. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, on n'est plus à être informé de ce qui pourrait se passer. Là, malheureusement, les faits se sont déroulés. Hein. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, 80% de ce qu'on reçoit comme enfants, ce sont des jeunes femmes plutôt, hein, 20% de garçons à peu près. Hein. Sur la situation, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Les infractions telles que les atteintes sexuelles, agressions sexuelles, et le viol, hein, bien sûr, les trois infractions principales. Parfois du proxénétisme aussi, hein, c'est arrivé, hein, prostitution, hein, enfantine. Et on voit apparaître des auteurs qui reviennent toujours les mêmes, et pour l'essentiel, et c'est ça qui est inquiétant, et ça revient à mon premier sujet de la prévention. La difficulté, c'est quoi? C'est les auteurs, à 90% des cas, c'est du domaine intrafamilial. Hein. Papa, papy, tonton, cousin, proche, un adulte proche de la famille en qui on a confiance forcément. Hein. Ça sera le raisonnement qui sera peut-être développé tout à l'heure. Et résultat, comme je le dis très souvent aux enfants avec qui j'aborde ce sujet, ne rentrez pas en regardant tonton ou papy un peu bizarrement ce soir. Hein. Mais dites-vous que potentiellement, un adulte, il peut être déviant à un moment donné et pas faire ce qu'on attend de lui, voilà, et apporter un amour que nous, on ne comprendrait pas. Donc, pour ces auditions, alors comment on mène ça? On mène ça sur un format qui est plus adapté, mais qui remonte à il y a plusieurs années déjà, hein, qui a fait en partie ses preuves. Hein. L'enfant va pas être auditionné dans une brigade de gendarmerie derrière un ordinateur. Je sais quand certains services le font encore, parfois pour des raisons de commodité essentiellement. Nous, on est un service qui essaye de vendre mais bon, au quotidien, il n'y a pas besoin de le vendre beaucoup parce que les enquêteurs se dirigent assez rapidement vers nous. Mais on vend la qualité de ce qui peut être effectué dans cette salle d'audition qu'on appelle la salle d'audition qui relève de la procédure Mélanie. Et cette salle d'audition, c'est une salle d'audition filmée qui ressemble plus à une salle d'accueil avec un petit canapé, enfin quelques petits jeux. C'est pas une salle de jeu, ça n'a pas vocation d'être une salle de jeu non plus, mais quelque chose d'assez agréable et qui renvoie déjà quelque chose de rassurant pour ces enfants qui vont devoir être mis en confiance avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout, à plus forte raison un gendarme en tenue. Ça peut aussi parfois surprendre certains professionnels, notamment sur le volet psychologie. Hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses là-dessus, comme qu'il fallait aborder plutôt en civil. Nous, on le fait en tenue. Voilà. Ça, pour la population qu'on a en face de nous, ça n'a quasiment jamais posé problème vis-à-vis de ça. Donc en tenue, et on va mettre en place des éléments de confiance. Ce qui veut dire que quoi? On ne parle pas des faits, c'est pas le but immédiat, c'est déjà de connaître le jeune qui est en face de nous, connaître un peu son parcours, savoir qui il est, ce qu'il a fait, quels sont ses intérêts au quotidien, c'est ce qu'il veut faire plus tard. Voilà. Et à partir du moment où on a tout ça, et les enquêteurs nous ont fourni déjà de bons éléments sur potentiellement ce qui a pu se passer, même si on ne se fiche pas là-dessus, parce que les premiers éléments peuvent en faire apparaître d'autres. Hein. Le but, c'est l'enquête quand même, c'est de faire ressortir quelque chose qui est au plus proche de la vérité pour servir après les services de la justice. On va mener donc du coup cette audition, hein, parce que ça reste quand même une audition, où là on va poser des questions et on va vraiment poser toutes les questions. Même des questions qui pourraient paraître parfois pour quelqu'un extérieur un peu gênantes, un peu... alors, c'est pas une question systématique, mais je vais vous donner un exemple de question. Très souvent, on me dit, mais pourquoi tu parles à cette victime-là? Tu as expliqué qu'elle avait été violée et tout ça. Pourquoi tu lui poses la question de est-ce qu'elle a pris peut-être à un moment donné du plaisir à ça? Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger, on se dit, mais pourquoi le gendarme il va aborder jusqu'à ces questions-là? C'est parce que devant la justice aussi, parce qu'il y aura plusieurs intervenants à un moment donné, il faut que cette victime, peut-être, elle soit préparée aussi dans sa tête à toutes les questions potentielles qu'on était susceptibles de lui poser.
Ce qui veut dire que quoi, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus pour elle, que même si elle a répondu à des sentiments, que la loi elle est là et que la loi elle est là pour la protéger. Et que même si elle avait répondu à ses sentiments, la loi est quand même là pour la protéger. Et à partir du moment où la victime elle a tous ces raisonnements-là qui lui font mal d'ailleurs, hein, d'avoir accepté avec papa ou papy, d'avoir accepté et d'avoir même pris du plaisir, c'est vraiment quelque chose après qui est repris d'ailleurs, pas par nous, hein, ça va de soi, hein, on s'arrête qu'à ce raisonnement-là, mais c'est des éléments, à mon sens, extrêmement importants à être repris après par tout ce qui est volet psychologique ou pédopsychiatrique en la matière. Donc voilà, bien sûr, on rentre dans le détail des faits. Comme je vous disais, il n'y a pas de question tabou. On va prendre le temps, hein, et quand on voit qu'il y a des ponts de difficulté qu'il va falloir mettre du temps à faire passer, il y a des auditions qui durent une demi-heure où tout est révélé assez rapidement. On va rentrer un peu plus dans le détail pour voir si c'est bien la véracité des choses. Et puis il y a des auditions où les choses vont mettre du temps à sortir, hein, 2 heures, 3 heures d'audition, hein, ça peut être... voilà. Voilà un petit peu le format de tout ça pour pouvoir agir sur cette thématique qui, à mon sens, est extrêmement importante parce que tout à l'heure, la question m'était posée, tiens, est-ce que c'est toi qui interviens sur la sécurité routière ? Oui, c'est vrai, quand on voit le gendarme, on pense tout de suite à la thématique de sécurité routière. Voilà, des thématiques qui me touchent aussi, hein, ça va de soi, hein, je suis citoyen comme tous. Hein. Mais le contentieux et les dégâts que ça va causer, et notamment sur la vie immédiate et sur la vie future d'une victime, c'est énorme. Hier encore, on a reçu une maman avec sa fille qui est fille victime. Et puis la maman, lors de l'entretien, elle nous dit, ben, tu vois, il fallait que ça lui arrive parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Voilà. Donc c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement valorisant aussi et notamment l'équipe avec qui je travaille, hein, où il y a un mix POPA polynésien, hein, c'est aussi important, hein, pour avoir une approche aussi d'éducation polynésienne. Je ne vais pas parler de culture parce que ce mot culture, il me gêne quand on parle des violences sexuelles. Ça ne peut pas, à mon sens, être attaché à la culture. Mais résultat, dans l'éducation qu'il faut faire passer, il y a aussi quelque chose qui est lié à la culture dans l'éducation. Hein, donc voilà. Merci à vous. Et si vous avez des questions, on y répondra après. Bonjour, alors aujourd'hui je représente le parquet de Papeete, mais ce n'est pas sous cet angle-là que j'ai préparé cette intervention. Elle est plutôt assez généraliste, même si effectivement je vais parler de ce que la justice la présence de la justice, est-ce que la justice devrait faire en tout cas pour améliorer cette problématique des violences sexuelles. Hein. Je prendrai le cadre général de violences sexuelles. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire que, effectivement, la société elle est fondée sur un certain nombre de valeurs morales, que le législateur entend protéger en sanctionnant les atteintes portées à ces valeurs. Et les agressions sexuelles, les violences sexuelles sont une atteinte majeure à l'intégrité physique, l'intégrité psychique des victimes, et c'est pour ça que le législateur est particulièrement sévère sur ces points. Je ne vais pas faire un détail des peines, mais les peines sont généralement plus importantes dans ce domaine que dans d'autres domaines. Alors, que représentent les violences sexuelles, les atteintes sexuelles? J'appellerais plutôt atteintes sexuelles. M. Pourchasse a dit il y a les viols, les agressions sexuelles. Il y a bien d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce que la presse ne s'en fait pas forcément l'écho, mais on a l'exhibition sexuelle, le harcèlement, le chantage sexuel. On a l'atteinte sexuelle, c'est-à-dire l'agression sexuelle, mais sans la violence, sans la menace, sans la surprise. Et on a d'autres infractions qui sont plus récentes, en tout cas prises en compte plus récemment par les législateurs, que sont les propositions sexuelles sur communication électronique, par exemple, qui est une forme d'atteinte sexuelle. Et la corruption de mineurs sous d'autres angles, et M. Pourchasse en parlait aussi, le recours à la prostitution des mineurs, qui pour moi rentre dans ce cadre. Alors, si les sanctions sont importantes, et si le régime de la prescription, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le régime de la prescription, notamment en matière de délinquance sexuelle à l'égard des mineurs,
est avantageux, c'est parce que les atteintes heurtent un certain nombre de fondamentaux anthropologiques, sociaux, et que les conséquences sur les victimes, en tout cas, sont assez difficiles, bien plus difficiles que pour d'autres types d'infractions. Et on peut dire qu'au-delà des stigmates physiques, du choc psychologique que la victime perçoit, ces violences emportent sur le long terme des conséquences qui peuvent être, je ne vais pas les lister, mais pour les mineurs, la déscolarisation, pour les majeurs, la désinsertion sociale, et puis des dépressions qui peuvent aller jusqu'au suicide. Alors, il est difficile de quantifier précisément le nombre d'infractions à caractère sexuel qui sont commises, parce que celles dont on peut parler, c'est celles qui viennent, qui sont connues de la justice, essentiellement par le dépôt de plainte de la victime directement, ou par le témoignage de personnes ayant entendu parler des faits. Il est rare que les personnes aient été témoins des faits, mais en tout cas ayant entendu parler des faits. Donc les chiffres que l'on a, ce ne sont pas les vrais chiffres de la délinquance sexuelle. Alors, la problématique, elle est liée aussi, enfin ce chiffre noir dont je parlais tout à l'heure, il est lié aussi au fait que c'est un domaine particulier parler de la victime en matière sexuelle, c'est un domaine particulier parce qu'on est dans l'ordre de l'intime, et c'est vrai que les victimes, elles sont moins promptes à aller se mettre à nu, sans mauvais jeu de mots, devant un policier, devant un procureur de la République, devant un juge, et sont moins promptes à venir déposer plainte, donc peur de s'exposer, de vivre une seconde fois l'agression, peur de ne pas être cru, c'est souvent ça, et aussi peur d'être disqualifiées dans la société. Beaucoup de victimes disent qu'elles ont l'impression d'avoir régressé socialement parce qu'elles ont témoigné de ce qu'elles avaient été agressées sexuellement. Quel est le profil type? Alors je vais faire c'est assez à la mode ça de faire des profils types, mais profil type d'une victime d'agression sexuelle, c'est une personne issue des classes populaires, une femme mineure. Voilà ce qu'on peut dire. C'est en pourcentage, c'est essentiellement la victime représentative des agressions sexuelles. Quant à l'auteur, il s'agit d'un homme, principalement à 96%, et un homme qui a une certaine proximité avec la victime. 91% des personnes, des agresseurs ont une proximité avec la victime. Alors, y a-t-il proportionnellement, c'est la question posée, à la métropole davantage de violences sexuelles en Polynésie française? Alors, il faut toujours se méfier des statistiques. Je vous en parlais des statistiques, mais il faut s'en méfier. Alors, il y a une première statistique qui est liée au nombre d'affaires qui arrivent aux assises. En métropole, le nombre de viols, parce qu'essentiellement les viols, ce sont les viols qui arrivent en tant qu'agression sexuelle qui arrivent devant les assises. En métropole, c'est 57% des affaires. En Polynésie, sous le contrôle de M. Rouche du parquet général, on est plutôt de l'ordre de, qui a une plus grande expérience qu'on a aux assises, de l'ordre de 75 à 80%. Alors, moi j'interprète ce nombre un peu de façon différente, parce que c'est vrai que la statistique brute fait penser qu'il y aurait davantage proportionnellement de viols. Il y en a davantage, mais pas à ce point. Je pense surtout qu'en métropole, les assises sont occupées aussi par un certain nombre d'infractions qui ont peu cours ici, que sont les homicides, que sont les vols à main armée, que l'on retrouve devant les assises en métropole. C'est pour ça que ce pourcentage est plus élevé, je pense, ici en Polynésie. En revanche, si on prend le nombre de faits portés à la connaissance des services d'enquête ou de la justice, il y a, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais il y a environ 1,5 fois plus de viols, 1,60 plus d'agressions sexuelles qu'en métropole, ici en Polynésie. Et on se rapproche un peu du chiffre des États-Unis, qui est de l'ordre de 2. Ça peut être 2 fois. Alors, s'agissant des mineurs, matière que je vois tous les jours, il semblerait qu'il y ait proportionnellement plus de victimes en Polynésie qu'en métropole, de l'ordre de 20%. Alors, je me suis fié à des statistiques que j'ai trouvées sur Internet pour les statistiques métropolitaines, mais voilà, ça doit être à peu près ça, 20% de plus de mineurs victimes d'agressions sexuelles. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène? Alors, je dis d'abord qu'il faut éviter de s'emballer, il faut relativiser.
S'agissant des... Enfin, dans un premier temps, s'agissant des viols et des agressions sexuelles, si on en croit les statisticiens, le chiffre noir est à peu près de l'ordre de 5 fois plus. On a à peu près 5 fois plus de victimes que celles qui sont vraiment déclarées, de celles qui viennent effectivement déposer plainte devant les services d'enquête, enfin devant la gendarmerie ou la police nationale, et devant la justice. Alors, la question, hein, je pose la question, hein, la question mérite d'être posée, de savoir si, et je pense qu'il y a un peu de vrai, hein, avec un petit peu plus d'1 an d'expérience ici en Polynésie française, la question mérite d'être posée de savoir si en Polynésie française, les victimes ne déposent pas davantage plainte qu'en métropole. Je vous le dis, hein, de mon avis, c'est pas faux, et ça participe en tout cas du phénomène. D'autre part, une statistique qui vient d'Amnesty International, hein, qui nous dit que 90% des condamnés pour viol sont ici des classes populaires. C'est pas faux, mais ici, il faut aussi relativiser en Polynésie française et se poser la question de savoir si la classe populaire n'est pas plus étendue qu'en métropole. Alors, pour revenir à la question posée, de savoir comment on peut expliquer l'ampleur de ce phénomène, alors, dans un premier temps, je pense qu'il y a deux éléments qui peuvent expliquer. La première, c'est que le mode de vie dans certaines familles des classes populaires polynésiennes, on constate qu'il est courant de voir plusieurs groupes familiaux, plusieurs générations regroupées sous le même toit ou sur un même terrain familial. Et ce mode de vie crée une promiscuité qui est susceptible d'entraîner des dérives, des confusions intergénérationnelles. Et cela peut effectivement permettre un certain nombre de dérives. Surtout quand on sait que la grande majorité des agresseurs sont des proches des victimes, notamment des mineurs, victimes mineures. Dans un second temps, on peut expliquer le phénomène par la surconsommation d'alcool, par un grand nombre de Polynésiens issus des classes populaires. Tout le monde sait que les inhibitions, que les codes moraux cèdent plus facilement sous l'emprise de l'alcool, et que les manifestations violentes sont souvent liées à la consommation préalable d'alcool. Alors, quels sont les actes de prévention? Je suis très mal placé pour en parler, mais quels sont les actes de prévention mis en œuvre en Polynésie ou ailleurs? Moi, je vous parlerai simplement de la justice. Alors, c'est là, je vais me positionner en tant que parquetier, pour ceux qui connaissent la différence entre les parquetiers et les magistrats du siège, mais en tant que parquetier, je dis qu'il nous faut être plus efficace en poursuivant plus systématiquement, qu'on soit proche de la tolérance zéro en matière de violence sexuelle, en prononçant des sanctions suffisamment exemplaires, notamment pour les agressions sexuelles, pour qu'elles impactent la conscience collective polynésienne, parce que j'ai le sentiment que l'exemplarité de la peine participe de la prévention. Et en prononçant, on le fait, enfin c'est fait, c'est pas nous, les juges du siège le prononcent, mais de façon assez systématique, lorsqu'il s'agit d'enfants mineurs victimes d'ascendants, de prononcer assez systématiquement le retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379 du Code civil, hein, de façon à extraire l'agresseur ou le mineur du contexte qui a favorisé la commission des faits. Alors, je ne traiterai pas comment intervenir auprès des familles, même si j'ai quelques idées. Je vous parlerai plus précisément de les conséquences en cas de non-dénonciation. C'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent ici, et partout d'ailleurs, ici, je parle d'ici, mais en métropole c'est la même chose, où les personnes ayant connaissance des faits ne les dénoncent pas. Alors, il faut, dans un premier temps, expliquer que ne pas dénoncer les faits, c'est empêcher la victime d'être reconnue comme telle. Et c'est l'empêcher de se reconstruire, c'est l'empêcher d'obtenir de son agresseur réparation du préjudice subi. C'est faire obstacle à la condamnation de cet agresseur et ainsi, de fait, favoriser la réitération des faits d'infraction, voire la commission de nouvelles infractions au préjudice de nouvelles victimes. Donc c'est grave. Alors, le législateur en a tenu compte et sanctionne, a criminalisé cette attitude, on va dire ça comme ça, et sanctionne par la création de textes répressifs les auteurs de cette abstention pour non-dénonciation, que ce soit de crime ou de délit. Alors comment on peut expliquer cette abstention, j'allais dire, préjudiciable? De mon avis, tout d'abord parce que les faits d'agression sexuelle sont souvent commis, on le disait tout à l'heure, au sein d'un cercle familial. Et ça peut être un obstacle
un obstacle, la loyauté à l'égard de l'agresseur, hein, quand c'est le parent direct, la peur de représailles de la part de cet agresseur, la peur de perdre le conjoint, la peur de se retrouver à la rue, la peur d'être à l'origine de la dislocation familiale et d'être stigmatisé comme tel par les proches, ou alors, je l'ai constaté à 2 reprises, une abstention tout à fait réfléchie parce que la victime, étant la fille de la personne qui aurait pu dénoncer, elle est considérée par la mère donc comme une rivale potentielle, donc eh ben, c'est bien fait pour elle. Voilà comme c'est perçu de la part de la personne qui aurait dû dénoncer. Alors, le problème, c'est que le législateur a justement tenté, par l'élaboration de textes, de poursuivre ce comportement, mais souvent, les agressions sexuelles, les viols et les agressions sexuelles sont connus assez tardivement, souvent très longtemps après les faits. Et il se trouve que cette infraction de non-dénonciation de crime ou de délit se prescrit par 3 ans. Et non pas, elle ne suit pas la prescription, la longue prescription des crimes ou des délits en matière sexuelle. Donc souvent, on arrive trop tard. Enfin, je veux dire, on peut constater qu'effectivement l'infraction a été constituée, mais elle n'est pas poursuivable en tant que telle parce que les faits sont dénoncés 5, 6, 7. Les faits, globalement, un viol peut être dénoncé 38 ans après les faits, hein, s'il est commis sur un bébé au cours de sa première année. Donc comprenez bien que la non-dénonciation, quand ça revient à ce niveau-là, elle ne peut pas être poursuivie du tout. Alors, le constat, c'est qu'il n'est pas possible de poursuivre les personnes qui ont failli le plus souvent. Alors, quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre pour la prise en charge des auteurs de ces violences? Il y a d'abord, je vais saluer quand même le travail effectué par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu carcéral et en milieu ouvert. C'est eux qui vont tenter de faire comprendre à la personne condamnée, ou peut-être pas encore condamnée, mais en tout cas en phase de l'être, que son comportement n'est pas adéquat, n'est pas en phase avec ce qu'on veut attendre d'un citoyen, de quelqu'un qui veut s'inscrire dans une société, s'inscrire en responsabilité dans une société. Ensuite, il y a le suivi socio-judiciaire, ce fameux suivi socio-judiciaire. Il s'agit d'une mesure qui est prise lors de la condamnation et qui entraîne certaines obligations pour un condamné auxquelles il doit se soumettre. Alors, ce sont les mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. Ainsi, l'obligation de soins, l'interdiction plutôt d'exercer une activité professionnelle ou sociale en relation avec les mineurs. Et moi, je pense qu'il pourrait, d'un point de vue légal, bien sûr, être intéressant de contraindre le condamné d'entamer déjà ses soins dès son incarcération au sein de la maison d'arrêt. Et pas d'attendre. Vous vous rendez compte, si la personne est condamnée à 20 ans, si on attend, même si elle fait 12 ans, 13 ans, 15 ans, on ne va pas attendre 15 ans pour commencer à la traiter, cette personne. Alors il faudrait vraiment qu'il y ait un cadre légal qui soit un peu plus structuré de ce point de vue. Pardon ? Contraignant, oui. Alors, autre mesure, qui n'en est pas vraiment une, mais une mesure de prévention de la récidive, en tout cas, elle est indirecte, qui est l'inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Ça permet en tout cas de situer, de localiser en permanence les personnes inscrites dans ce fichier et de savoir donc, où elles se situent par rapport notamment à la victime. En tout cas, de savoir, de pouvoir les localiser. Alors, j'ai fait, mais je vais m'arrêter là, j'ai fait dresser un état des lieux assez rapide sur les questions d'atteinte sexuelle et j'ai bien modestement commencé à débrouiller des pistes de réflexion pour le débat qui va suivre. Mais je voulais simplement terminer en parlant de ce texte qui est venu cette année, en 2016, pour rétablir l'inceste au sein du débat et qui permet d'obtenir un état annuel beaucoup plus précis, et ça permet notamment d'ajuster la prévention parce que c'est essentiellement un outil statistique, puisque le fait de relever le caractère incestueux d'un fait d'agression ou de violence sexuelle n'aggrave pas la peine. Mais voilà, ça permet d'abord à la personne qui est condamnée de savoir qu'elle a commis quelque chose de plus grave, même si ce n'est pas sanctionné plus gravement, en tout cas grave socialement. Et ça permet, je le disais, donc d'ajuster
pour les services qui sont en charge de ça, d'ajuster les réponses en termes de prévention. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je suis Nadine Coloré, psychologue clinicienne au centre pénitentiaire de Noutagna. Donc normalement, je devais passer en 4e position, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez au sujet des soins aux auteurs en prison et également sur la question de l'inceste. C'est pourquoi je prends la parole avec l'accord de Philippe. Voilà, donc j'exerce ma pratique de psychologue au sein de Noutagna depuis 8 ans. Nous sommes 3 psychologues, un psychiatre, un médecin généraliste et une équipe de soignants infirmiers au sein de la détention. Il faut savoir que les soins sont proposés et voire même les personnes auteurs de violences à caractère sexuel sont parfois contraints à suivre des soins dès leur incarcération. Ce cadre d'intervention n'est pas quelque chose d'aisé pour nous. Travailler dans ce cadre-là n'est pas forcément aisé parce qu'on est là situé dans un lieu qui est paradoxal dans la mesure où c'est à la fois le lieu de la punition et à la fois le lieu où on demande au sujet de réfléchir sur lui et de se soigner. Et c'est d'autant plus paradoxal que nous, psychologues, travaillons avec la demande du sujet et que la majorité des sujets qui viennent nous rencontrer ont cette contrainte judiciaire. Voilà, donc là-dessus vient en surplus un élément qui pervertit aussi le cadre de notre intervention, c'est un système de récompense. Et il me semble qu'il faut en parler, puisque régulièrement, ça nous pose problème, ça nous oblige à fixer un cadre extrêmement clair avec les sujets qui viennent nous voir. Donc un système de récompense sous forme de remise de peine. C'est-à-dire qu'un sujet qui vient nous voir, s'il vient pour répondre à la demande de la justice, mais qu'au sein des entretiens, il ne se passe rien, il nous désigne aussi comme responsable s'il n'a pas ces remises de peine. Voilà. Donc, pour nous, ça nécessite de poser vraiment très clairement avec les sujets notre cadre d'intervention et d'y revenir régulièrement. C'est-à-dire que nous appuyons sur nos théories cliniques, sur nos repères cliniques, la personnalité du sujet, son histoire de vie, sur le cadre légal de notre intervention et également sur une éthique. Et tous ces éléments-là sont rappelés régulièrement au cours de nos suivis. Donc nos premiers objectifs en tant que psychologue clinicienne vont être de faire émerger, même chez un sujet qui vient en étant contraint, de faire émerger une demande qui va lui être propre. Et il faut savoir que ce n'est pas rare que la demande émerge à la suite de ce premier rendez-vous sous contrainte. Voilà. Notre objectif va être également d'éveiller chez lui un intérêt pour ce travail au sujet de lui-même et aussi d'entretenir ou d'ouvrir un mouvement de dynamique de la pensée parce que nombreux sont les sujets qui arrivent et dont le mouvement de la pensée est plutôt endormi, on va dire. Il faut savoir qu'en Polynésie, comme ailleurs, nous avons face à nous des sujets qui investissent ce cadre, qui sont demandeurs, et d'autres qui y sont réfractaires. Certains refusent de venir parler au psy, et quel que soit le psy. Il nous est souvent demandé également si la langue peut être une barrière au suivi de ces personnes. Donc par expérience, je dirais que non, puisque parfois nous avons des sujets qui ont prétexté le fait de la langue pour arrêter un suivi. Et pendant quelques années, nous avions avec nous une collègue polynésienne qui maîtrisait la langue et qui reprenait ses suivis. Et dans la majorité des cas, le suivi échouait, puisque la question n'était pas celle de la langue, mais celle de la non-adhésion du sujet au suivi psychologique. Alors, à Noutagna, pour les auteurs de violences à caractère sexuel, nous intervenons essentiellement au sein d'entretiens individuels psychothérapeutiques. Le rythme des entretiens dépend vraiment du travail qui est à l'œuvre pour la personne
et dépend également du temps dans lequel il se situe. On sait qu'au niveau de l'incarcération, il y a des temps de vulnérabilité chez le sujet qui sont le moment de l'arrivée, qui sont le moment autour du jugement, et puis qui sont les événements de vie aussi du sujet, plus de visite, une rupture avec la famille, un deuil, une rupture conjugale. Voilà. Donc les rendez-vous varient de rendez-vous journaliers pour certains à des rendez-vous mensuels pour d'autres. Et puis au cours d'un même suivi, quand on suit un sujet pendant 8 ans, forcément il va y avoir des points d'arrêt, puisqu'il y a des moments où la dynamique nécessite un point d'arrêt et on revoit le sujet quelque temps après à sa demande. Donc le premier entretien se fait soit à la demande écrite de la personne. Cette demande, elle est motivée par le conseiller d'insertion bien souvent ou par les codétenus aussi. Elle se fait aussi sur signalement au moment de la commission pluridisciplinaire unique, ou bien elle se fait par signalement par l'équipe de surveillance ou par l'équipe du soin qui va observer un changement de comportement chez une personne ou qui va avoir l'information que cette personne vit une rupture, vit un deuil. À ce moment-là, le sujet sera reçu dans les plus brefs délais. Rares sont les personnes incarcérées qui n'ont jamais rencontré soit le psychiatre, soit la psychologue. Les médications sont également en cours. Alors, concernant les auteurs de violences à caractère sexuel, il faut savoir que le traitement hormonal, le traitement dit de castration chimique, est un fait exceptionnel. Les rares cas de personnes qui ont eu à demander ce traitement étaient des personnes dont l'objet d'attrait sexuel étaient exclusivement les enfants et qui étaient dans des positions de récidive. Par rapport au travail que nous mettons en place, au-delà de ces entretiens individuels, je vais faire une petite parenthèse. Il y a 3 ans, nous avons fait venir le docteur Coutenceau parce que nous nous sommes rendus compte que chaque institution travaillait de son côté et que finalement nous étions tous dans des positions de clivage et que nous répétions institutionnellement les ruptures de liens qui finalement étaient à l'origine de la problématique chez nombreux sujets. Donc nous avions comme question comment faire pour travailler ensemble de façon interinstitutionnelle, interassociative. Donc nous avons demandé une formation, le docteur Coutenceau est venu et suite à cette venue, nous avons engagé un travail beaucoup plus partenarial et si les idées étaient là, nous ne nous autorisions pas auparavant à les mettre en place. Finalement, sa venue a provoqué chez nous l'autorisation d'être créatif et co-créatif. Voilà. Donc, en ce qui concerne les violences conjugales, donc je ne me trompe pas de sujet, je vais faire le lien ensuite. Nous avons pu mettre en place des entretiens médiatisés entre la victime et l'auteur, entretiens qui se déroulent au sein même de la prison. Et ces entretiens médiatisés, lorsque la victime a un suivi à l'extérieur, donc peuvent se faire avec le thérapeute qui suit cette personne à l'extérieur. Et donc, ils peuvent se faire au sein de la prison, mais ils peuvent aussi se faire à la sortie du sujet, c'est-à-dire que les psychologues de Noutania peuvent se déplacer aussi dans les institutions de manière à faire une articulation du suivi pour créer justement ce lien qui fait cruellement défaut chez ces personnes. Ce travail donc, se déroule en partenariat aussi avec le conseiller d'insertion et ce travail de création, de co-création vraiment est soutenu par l'administration pénitentiaire. Et ça, c'est un point d'élément très important, ce travail d'équipe partenariale. Alors, nous avons souhaité faire un peu de même dans les cas d'inceste, puisque nous nous sommes rendus compte que très souvent, la victime, lorsque c'est le papa qui est auteur, lorsqu'elle a 18 ans, vient visiter son père. Et dans ce que nous entendions en entretien, nous entendions combien cette victime restait finalement coincée dans son positionnement de victime et combien
cet auteur restait coincé dans ce positionnement d'auteur et où finalement ce qui faisait lien entre eux lors des visites, c'était la question de la dette. Et souvent nous entendions des questions de marchandage. Donc nous avons souhaité, lorsque la victime était demandeuse, pour les violences conjugales c'est pareil, hein, c'est lorsque la victime est demandeuse de visiter le sujet que nous intervenons, nous avons souhaité mettre en place des entretiens médiatisés dans ce cadre-là. Ils se sont tous soldés par des échecs. Voilà, ils se sont tous soldés par des échecs du fait d'une résistance importante des professionnels prenant en charge les victimes. Donc, je ne suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit, je suis juste en train de dire que nous avons encore à cheminer ensemble sur cette question-là. Alors, concernant ces prises en charge, donc j'ai parlé d'entretien médiatisé, nous avions également envisagé, avant la sortie du détenu, dans la mesure où il rentrait chez lui, nous avions imaginé d'organiser des conseils de famille parce que très souvent, entre le discours que la famille tient aux professionnels et le discours qu'ils tiennent devant l'auteur, il y a un gouffre et l'auteur crée, enfin, sa projection, se projette dans sa famille avec une idée qui finalement, confrontée à la réalité, risque de le mettre à nouveau en difficulté. Donc nous avions imaginé pouvoir peut-être créer ces conseils de famille, mais nous en sommes encore qu'au stade de la réflexion. Alors j'insisterai sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de protocole généralisé dans le cadre de ce type de prise en charge et que chaque situation doit être pensée vraiment avec sa singularité. Elle doit être pensée en équipe pluridisciplinaire avec tous les acteurs de terrain, interinstitutionnels, mais également avec le sujet et sa famille. Nous devons absolument garder une pensée créative, une pensée de co-création pour chaque situation et finalement trouver des ressources, inventer des ressources à partir des demandes ou de ceux qui raccrochent le sujet à la société, qu'elles soient religieuses, familiales, associatives ou autres. Parce que nous, professionnels, c'est vrai que nous avons souvent tendance à penser que nous savons ce qui est bon pour l'autre, mais partons de la parole de l'autre. Alors, qui sont ces auteurs de violences à caractère sexuel? Sont-ils différents en Polynésie et ailleurs? Donc, j'ai pu visiter ces questions dans le cadre de ma recherche doctorale, puisque je travaille sur l'inceste en Polynésie. Et cette recherche est centrée sur les sujets incarcérés et jugés. Donc, comme nous avons peu de temps, je vais tout de suite tendre le cou au déterminisme culturel. Ne nous interrogeons pas du côté de la culture, mais plutôt du côté d'une société qui est en difficulté. La culture, comme toi Steve, je n'aime pas beaucoup ce mot, hein, c'est avant tout une lecture du monde qui est proposée à un groupe humain de façon à pouvoir organiser le vivre ensemble. Alors il ne s'agit pas bien sûr de se laisser leurrer par les chiffres, mais plutôt d'interroger par rapport à un temps donné ce qu'il se passe dans la société. Donc si les chiffres, tels que nous l'avons vu, tentent de nous montrer qu'il y a plus de violence en Polynésie qu'ailleurs, ils ne nous disent rien d'autre finalement que ce que nous avons là, c'est de la souffrance et qu'il faut s'en occuper. La violence sexuelle, on le sait, elle accompagne l'humanité dans toutes les sociétés depuis l'ère des temps. En Polynésie, nous assistons à un phénomène qui fut finalement le même en France, c'est-à-dire que les portes de l'intimité, les portes de l'invisible, si nous entendons les histoires polynésiennes ici, c'est-à-dire que la sphère privée, c'est la sphère aussi où la nuit, certains invisibles peuvent se promener et où il peut se passer des choses qui finalement ne se produiraient pas le jour. Lorsque cette porte de l'intimité s'ouvre dans la sphère du social, ou lorsque la sphère du social, la loi, entre dans l'intimité, et bien sûr, c'est une parole qui s'ouvre. Et en fait, du silence, du dévoilement, nous en sommes venus à la dénonciation.
Et cela vient sans doute gonfler les statistiques des chiffres de violences sexuelles. Nous avons vu ce phénomène en France, puisqu'entre 1980 et 2006, le taux d'incarcération pour violences à caractère sexuel est passé de 6% à 25%, justement par cette ouverture de la parole. Alors très vite fait à Noutania, j'ai pu faire un focus en 2012, puis un autre en 2014, parmi les sujets condamnés et incarcérés. Il y avait en 2012 33% de sujets incarcérés et condamnés pour violences à caractère sexuel. Il y en avait 28,25% en 2014. Concernant la personnalité des auteurs, les auteurs sont les mêmes ici ou ailleurs et rien ne diffère dans leur personnalité de ce que l'on peut trouver dans la littérature. Pour reprendre Roland Coutenceau, c'est-à-dire pour ne pas employer de grands mots de psychologie, lui, il fait une classification en 3 groupes, entre ceux qui reconnaissent les faits, leurs responsabilités et la contrainte qu'ils ont exercée. Le deuxième groupe, c'est ceux qui reconnaissent partiellement les faits, qui attribuent une part de responsabilité à la victime et qui minimisent les conséquences pour la victime. Et le troisième groupe, ce sont ceux qui nient les faits, qui affirment que la victime était consentante et qui attaquent la loi. Nous, ici, nous travaillons majoritairement avec les auteurs des 2 premiers groupes. Et nous avons très très peu d'auteurs avec des structures de personnalité appartenant au 3e groupe. Enfin, nous retrouvons ici tout ce qui fait le lit de la transgression dans toutes les sociétés, l'alcool, le PACA, les difficultés économiques, la promiscuité, l'immigration. L'immigration, c'est important, comme on disait hier. Le découpage géopolitique a voulu faire du peuple polynésien un seul peuple, mais selon les archipels, les modes culturels différeront et certains sujets venant des îles australes, des Marquises, des Tuamotu, immigrants à Tahiti, se retrouvent vraiment dans un statut de migrants ici à Tahiti et très souvent se retrouvent en difficulté, surtout lorsqu'ils n'ont pas de terre familiale, puisque l'on sait qu'ici en Polynésie, avant tout, nous ne sommes pas propriétaires d'une terre, mais nous appartenons à une terre, puisque c'est elle qui nous relie aux ancêtres et que ces ancêtres nous transmettent toutes nos valeurs symboliques. Nous retrouvons d'ailleurs, pour faire une parenthèse, chez les jeunes, beaucoup de problématiques qui se rapprochent de celles des jeunes migrants en France. Les victimes de violences à caractère sexuel intrafamilial, là c'est un focus qui a été fait à partir des dossiers à la prison, ce sont majoritairement les filles. Et dans ces filles, ce sont majoritairement les filles aînées, puis ensuite ce sont les nièces, les belles-filles, les cousines et petites-filles. Finalement, nous retrouvons la même chose qu'en métropole également. Alors, nous avons par contre noté une particularité qu'il est important de souligner, c'est que dans le groupe de ces auteurs de violences à caractère sexuel, 41% des auteurs avaient été des enfants qui n'avaient pas été élevés par leurs parents biologiques, qui avaient été des enfants circulants. Et 13,2% étaient des auteurs qui avaient perdu leurs parents avant l'âge de 11 ans. J'ai demandé les chiffres de ces enfants circulants à l'ISTAT en 2012. Ils avaient chiffré à environ 6% d'enfants circulants dans la population totale polynésienne. Donc, soit il y a eu un déclin très rapide de cette tradition de circulation, soit elle se pratique majoritairement dans une population socio-économique donnée, ou soit il y a une surreprésentation de cette pratique chez les auteurs de transgressions sexuelles. En tout cas, ce qui mérite d'être souligné, c'est que chez 100% des auteurs, 100% des auteurs interrogés, elle est toujours apparentée à une souffrance d'abandon, à un rejet, voire à de la maltraitance. Et que dans certains lieux, ce n'est pas la circulation des enfants que je remets en cause ici, mais c'est que dans certains lieux, elle fragilise les enfants dans leur construction de sujet,
dans leur inscription dans une filiation lorsque cette circulation n'a pas été pensée, mais qu'elle est plutôt agie pour des raisons économiques. Des raisons économiques ou des raisons de séparation de couple ou d'autres raisons qui sont plutôt dans l'agir et non dans la réflexion. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus et on laissera place au débat. Bonjour, je me présente, Philippe Lambrigot, donc je suis directeur au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française. Donc je travaille sur l'antenne milieu ouvert, ce qu'on appelle dans notre jargon l'antenne milieu ouvert de Papeete. Alors je vais vous parler de la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Mais pour vous en parler, je ne vois pas comment je peux faire l'économie de vous parler aussi de notre service, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc je vais essayer de vous faire une présentation rapide pour ensuite parler de la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Pardon ? Donc on va commencer. Alors vous avez un PowerPoint de présentation. Donc sur l'image, la première image, donc service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, vous aviez, si on peut y revenir, donc c'est l'île de Montréal qu'on voit là, et on a posé cette image parce que ça pose aussi le cadre de la Polynésie française, c'est avoir un territoire vaste, mais aussi avec pas mal d'endroits qui sont assez isolés, et l'isolement aussi peut favoriser certains passages à l'acte aussi dans certains lieux. Mais moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de notre service. Et notre service, il œuvre, c'est un service déconcentré d'administration pénitentiaire. Donc, on travaille à la fois en milieu, ce qu'on appelle dans notre jargon, en milieu fermé. Donc, le milieu fermé qui est symbolisé par la prison de Nutania, le centre pénitentiaire de Nutania, par un futur centre de détention qui devrait s'ouvrir en 2017, donc le centre de détention de Papeete. Mais on a aussi un aspect qui est plus méconnu du grand public, à savoir que l'on travaille dans ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on suit des peines alternatives à l'incarcération. Alors, je vais essayer de vous développer tout ça rapidement. Donc, notre service, le SPIP de Polynésie française, est un service pluridisciplinaire. Donc, je ne vais pas vous faire tout le détail parce que ce serait trop long, mais ce qu'on peut constater, c'est que nous avons dans notre service une équipe pluridisciplinaire. Alors, le gros des troupes de notre service est constitué par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Depuis, nous avons aussi des agents de surveillance qui s'occupent de ce qu'on appelle le pôle de surveillance électronique, donc des agents pénitentiaires. Nous avons aussi, depuis 1 an, dans notre équipe, et ça c'est une grande nouveauté pour nous, nous avons un psychologue, une psychologue plus précisément, et une assistante sociale qui nous ont rejoints. Et vous verrez que pour nous, dans nos méthodes de travail, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Alors, les missions du SPIP, la mission principale, c'est la prévention de la récidive. Donc, pour arriver à cette prévention de la récidive, que ce soit en milieu fermé, donc en détention ou en milieu ouvert, nous avons différentes, j'allais dire, sous-missions entre guillemets. Donc la première pour le milieu fermé, c'est préparer la sortie, c'est favoriser les aménagements de peine, c'est faciliter l'accès aux dispositifs de soins, de travail et de formation. Et puis c'est aussi parce que c'est important, notamment le maintien des liens familiaux, donc le contact avec la famille, parce qu'un détenu, il n'est pas issu d'un monde où il est tout seul, isolé, il fait partie aussi d'une famille et qu'il est important, s'en est aperçu, qu'il puisse conserver ce contact. En milieu ouvert, donc nous avons un rôle un petit peu différent, qui est peut-être un peu plus tourné vers ce qu'on appelle la probation. Donc nous avons des rôles d'évaluation d'information du magistrat. Là aussi, nous essayons de faciliter l'accès aux dispositifs de droit commun pour l'insertion professionnelle, les soins, etc. Et puis nous avons aussi un volet qui est le contrôle des obligations qui sont fixées dans le cadre des mesures que nous suivons. Alors, notre champ d'intervention, on intervient, le service pénitentiaire n'intervient que sur mandat judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne s'autosaisit pas, on ne peut pas convoquer les gens si on n'a pas un mandat judiciaire, excepté pour les sortants de prison qui peuvent venir nous solliciter de leur pleine initiative jusqu'à 6 mois après leur libération. On travaille
avec un personnage incontournable pour nous, qui est le juge d'application des peines. C'est à lui qu'on rend compte principalement du suivi des mesures qui nous sont confiées. Alors, les mesures, on en a plus d'une dizaine que l'on peut éventuellement suivre. Donc la mesure principale, celle que tout le monde a à l'esprit, c'est qu'une personne condamnée, elle est obligatoirement passée par la case prison. Donc la mesure, on a une mesure emprisonnement. Donc oui, c'est une réalité, mais ce n'est pas que ça, parce que les personnes qui ont commis des délits ou des crimes, enfin notamment des délits, peuvent aussi se voir condamnées à des mesures, ce qu'on appelle alternatives à l'incarcération. Alors ces mesures alternatives à l'incarcération, ici je ne vais pas vous faire le détail de toutes ces mesures, parce que ce serait trop long et qu'on n'est pas là pour ça. Mais vous avez parmi ces mesures le sursis avec mise à l'épreuve, donc la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis et une mise à l'épreuve. Donc pendant de 18 mois à 3 ans, elle peut être sous contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle aura un certain nombre d'obligations à respecter et elle devra en rendre compte. Vous avez après d'autres mesures du style travail d'intérêt général, aussi le contrôle judiciaire, alors ça c'est le présententiel, mais on a aussi une mesure qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est la mesure de suivi socio-judiciaire. Monsieur le procureur en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc nous suivons des personnes et cette mesure-là, le suivi socio-judiciaire, est plus spécifiquement attaché aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. J'y reviendrai un petit peu plus en détail. Sur notre public, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous occupons, nous, au SPIP, que des personnes qui sont majeures. Donc qu'elles soient condamnées ou prévenues en attente de jugement, et que tout l'ensemble des catégories sociales sont représentées. Alors, attention, c'est un peu ce que disait monsieur le procureur tout à l'heure aussi. Évidemment, nous avons tout type de personnes, tout public, tous âges, à partir de 18 ans. On a des personnes qui ont jusqu'à 77 ans, qui sont suivies chez nous. Mais on a surtout tout type de délit et toute catégorie sociale. Alors évidemment, le gros de notre public, c'est quand même des personnes issues des milieux plutôt défavorisés. Ça, il ne faut pas le cacher. Mais on peut avoir des médecins, des juristes même, parfois, des anciens avocats et même des hommes politiques. Il faut le savoir aussi. Voilà. Alors pour les chiffres. Nous avons actuellement à peu près 370 personnes qui sont suivies en milieu fermé, donc à Noutania, à l'heure actuelle. Je passe sur les chiffres, les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons aussi une cinquantaine de personnes qui sont sur surveillance électronique aussi. Donc ces personnes-là, nous les suivons. Chaque personne a un suivi. Et en milieu ouvert, et ça c'est ce que le grand public, entre guillemets, ne connaît pas, c'est que nous avons à peu près 1800 personnes suivies. Donc 1800 personnes suivies par rapport à l'effectif des personnes qui sont incarcérées, c'est quasiment 5 fois plus. Et ça, il faut le savoir aussi. Et nous avons aussi une antenne sur Ayatea, où nous avons à peu près 200 personnes suivies. Donc vous voyez les chiffres des personnes, du public que l'on suit. Les personnes que l'on suit ne passent pas forcément par la case prison. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est très important pour nous. Alors, concernant les auteurs d'infractions à caractère sexuel, alors, certains chiffres ont déjà été abordés, et ces chiffres-là, ils correspondent à peu près à ce que nous, on a dans notre public. Donc les auteurs d'infractions à caractère sexuel représentent entre 15 et 20%. Là, j'ai mis 15% sur le PowerPoint, mais c'est 15 à 20% du suivi, tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé. Donc, ce qui représente pour nous à peu près 300 personnes. Donc ce qui est quand même un chiffre assez important. Alors le pourcentage, on l'a abordé aussi tout à l'heure, par rapport à la métropole, on est sur des chiffres un peu plus importants, puisque sur la métropole, les personnes que l'on suit, c'est 5 à 10% pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Donc là, on est sur des pourcentages un peu plus hauts. Même constatation que celles qui ont été faites, les victimes, pour nous, sont majoritairement des mineurs, de 65 à 70%. Alors là, on a des statistiques qui ne sont pas encore très affinées, mais grosso modo, les auteurs sont plutôt des hommes âgés en moyenne entre 25 et 40 ans. Il existe des femmes auteurs. Alors c'est marginal, mais ça existe quand même. Voilà. Et les agressions sexuelles, là, je ne vais pas changer par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. C'est qu'elles se font essentiellement dans le cercle familial. Et ça, c'est une donnée très importante. Alors, la prise en charge par le SPIP.
Alors, nous avons 3 mesures essentiellement pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'emprisonnement, le suivi socio-judiciaire, donc, qui représente pour nous à peu près 50 mesures. Sur ces suivis socio-judiciaires, 95% de ces suivis socio-judiciaires sont des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Nous avons le sursis avec mise à l'épreuve, à peu près 200 mesures sur 850 concernent des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Donc, traditionnellement, dans nos services, notre suivi est un suivi individuel et individualisé, c'est-à-dire à base d'entretien individuel dont la fréquence varie en fonction de la situation sociale, médicale, professionnelle, mais aussi des obligations auxquelles la personne est astreinte. Donc, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, le CPIP, veille au respect de ses obligations. Alors, elles sont ces obligations fixées par le magistrat, donc elles peuvent concerner essentiellement donc l'interdiction d'entrer en relation avec la victime, l'obligation d'indemniser la victime, l'interdiction de se rendre dans certains lieux, charge au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de veiller au respect de certaines de ces obligations. Je passe aussi sur des obligations générales, là aussi, parce qu'il y a d'autres obligations. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quasiment tous les auteurs d'infractions à caractère sexuel ont une obligation de soins. Et ça, c'est important pour nous parce que, justement, par rapport à la prise en charge des partenaires de soins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Polynésie française, nous avons un partenaire privilégié. Un partenaire privilégié qui est le CCSAT, dans le cas des obligations de soins, ce qui prend en charge 70% des personnes qui sont condamnées à des obligations de soins. Mais le CCSAT s'occupe des addictions, du traitement des addictions, et notamment de l'alcool et des stupéfiants. Et donc, pour nous, ce n'est pas par rapport aux auteurs d'infractions à caractère sexuel notre partenaire privilégié. C'est seulement 10% des personnes que nous orientons vers le CCSAT qui sont des auteurs d'infractions à caractère sexuel. On les oriente vers le CCSAT lorsque les faits, notamment, ont été favorisés par un contexte d'alcoolisation. Sinon, pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel, nos partenaires privilégiés sont les services psychiatriques de l'hôpital, les psychologues d'AS et le secteur psychiatrique et psychologique privé. Mais c'est comme partout, en fait, le service psychiatrique est un service encombré, donc on a parfois du mal à obtenir des rendez-vous avec des échéances assez brèves. Et quant au service psychiatrique ou psychologique privé, la difficulté va résider globalement sur le coût des consultations qui s'élève en moyenne entre 7 000 et 8 000 francs par séance. Et pour notre public, ce sont des sommes qui sont assez importantes. Et donc, qui ont quand même des difficultés à aller vers ces services-là. Donc, on a mis récemment une enquête qui nous a montré qu'effectivement, il fallait que nous, on aille vers d'autres nouvelles méthodes de prise en charge. Alors, depuis quelque temps maintenant, on assure une politique accrue de proximité, donc on s'est aperçu qu'il fallait être au plus près de notre public. Donc on développe de plus en plus les permanences délocalisées. Donc vous avez vu sur la carte, vous avez une petite carte, je ne sais pas si on la voit bien en dessous, mais on a quand même un territoire de Tahiti. Donc on développe des permanences délocalisées auprès des municipalités. Donc j'en cite quelques-unes, Paia, Papara, Taravaou. On se déplace aussi sur les îles dans le cadre des permanences foraines. Donc pour tout ça, pour être vraiment au cœur de notre public. Et puis, depuis maintenant plus d'un an, on développe surtout une politique accrue en termes de permanence de visites à domicile. Alors pourquoi les visites à domicile? On en parlait. On est souvent dans le cadre d'infractions qui sont commises dans le cadre familial, et que pour nous, aller à domicile, c'est voir la famille, voir son mode de vie, c'est percevoir aussi si les personnes sont bien au courant de ce qui s'est passé, parce qu'on s'aperçoit aussi que parfois les familles qui ont des enfants sont parfois pas au courant. Alors, ils ne sont pas là pour dire ce qui s'est passé, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que voilà, ce soit le plus clair possible. Et nous, ça nous donne beaucoup d'informations. Alors, nous avons depuis quelque temps aussi développé de nouvelles méthodes de prise en charge.
Alors, pour ça, on s'appuie sur des travaux qui ont été menés notamment dans les pays anglo-saxons et plus particulièrement au Canada, et des travaux qui sont issus des années 90-2000, donc notamment sur la théorie du risque besoin-réceptivité. Donc, ce sont des outils d'évaluation qui sont de plus en plus développés. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que le conseiller, qu'il soit le mieux formé possible, c'était important, mais qu'il lui fallait aussi des outils qui évitent qu'il puisse suivre des personnes et se baser uniquement sur son seul jugement professionnel. Il nous faut des grilles qui sont reconnues scientifiquement. Donc on va étudier les facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, ça va être l'âge, les antécédents judiciaires, les problèmes d'addiction, les problèmes d'insertion professionnelle. Mais aussi on va étudier aussi ce qu'on appelle les facteurs de désistance. Donc le processus qui amène à la sortie de la délinquance, en tout cas qui peut le favoriser. Alors là aussi, ce sont les événements positifs de la vie, un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle compagne, des enfants, tout ce qui peut favoriser à sortir de ce milieu de la délinquance. Ensuite, on étudie aussi à quel stade la personne en est. Est-ce qu'elle est dans la prise de conscience? Est-ce qu'elle est dans le maintien? Est-ce qu'elle est dans l'inaction? À savoir que je ne suis pas conscient du problème et je ne fais rien du tout. Ou au contraire, est-ce qu'elle a entamé un processus? Comme je l'ai dit, on est une équipe pluridisciplinaire, donc nous avons mis aussi des commissions pluridisciplinaires internes qui concernent les dossiers les plus épineux, notamment les dossiers de suivi socio-judiciaire. Alors on me fait signe d'aller vite, donc je vais aller très très vite. L'évaluation, nous, ça nous permet aussi de voir un petit peu l'intensité du suivi qu'on va pouvoir mettre en place. Donc on a mis en place aussi, depuis 2008, des programmes de prévention de la récidive qui sont des groupes de parole. Ces groupes de parole, depuis 2008, ont été interrompus pendant 2 ans. On vient de les reprendre, que ce soit en milieu ouvert ou en milieu fermé. Le groupe de parole milieu ouvert vient de s'achever. Il concernait les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Donc 12 personnes étaient concernées, 9 sont allées jusqu'au bout du programme. Et des retours et du bilan qu'on a pu en établir, on est assez satisfait du résultat. Alors juste, je vous présente rapidement donc, le programme des séances, donc le programme de ces séances de groupes de parole. Ce sont des groupes de parole qui n'ont pas une vocation thérapeutique, on entend bien. On n'est pas là dans le cadre d'une vocation thérapeutique. On est là pour que les gens apprennent, entre guillemets, à modifier leur comportement et apprennent les techniques d'évitement pour le nouveau passage à l'acte. Voilà, donc pour le SPIP, il y a encore des efforts à produire. Donc nous allons poursuivre l'effort de formation de notre personnel qui est entamé depuis 2015 en s'emparant des méthodes d'entretien motivationnel. On va aussi essayer de développer le partenariat en matière de soins et enfin favoriser l'accès aux soins vers les partenaires privés, voilà, à base de conventions et éventuellement de cofinancement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons reçu plus de 30 questions, donc ça va être la course. Je suis vraiment extrêmement désolée de devoir faire des choix. J'essaye de regrouper par thème les questions. Alors déjà, juste pour commencer, une petite précision est demandée à Monsieur Martial Renaud. Plusieurs personnes n'ont pas compris les dates de prescription pour ce qui est de la non-dénonciation et celle de l'infraction. Oui, alors pour faire court, on va parler notamment en matière de mineurs. Lorsque les victimes sont mineures, les prescriptions en matière criminelle et en matière délictuelle sont allongées et partent de la majorité, dès lors que la victime a atteint sa majorité. Donc ça prolonge d'autant plus la possibilité pour ces victimes de déposer plainte, en tout cas de faire valoir leurs droits. Sauf que si les faits ont été commis dans la petite enfance, lorsqu'on arrive à la majorité, on a déjà pris à minima 7-8 ans, voire 10 ans. En général, les victimes ne déposent pas forcément plainte à 18 ans, mais parce qu'elles commencent à avoir une vie de couple, une vie sociale, et à un moment donné se sentent fortes pour aller déposer plainte. Et là, on a pris encore 5, 6, 7, 8 ans. Et on arrive souvent à 15, 20 ans après les faits, en tout cas une grosse dizaine d'années après les faits.
Et je disais, l'infraction de non-dénonciation se prescrit par 3 ans. Donc dès que l'infraction principale de crime ou délit d'agression sexuelle est portée à la connaissance de la justice, il n'est plus possible techniquement de poursuivre la personne auteur de la non-dénonciation, enfin auteur qui s'est abstenu de dénoncer les faits. Donc, non-dénonciation 3 ans. Et pour les agresseurs, Alors tout dépend s'il s'agit d'agresseurs par rapport à des mineurs ou les mineurs, mais on est entre 5 et 10 ans et ça s'ajoute jusqu'à 20 ans maintenant pour certaines agressions et ça s'ajoute à la majorité. Hein. Donc vous prenez des faits de viol, vous ajoutez 20 ans à la majorité, ça fait 38 ans s'ils ont été commis alors que la personne avait moins d'1 an. Et même si la personne avait 15 ans, hein, vous ajoutez jusqu'à la majorité, ça fait déjà 3 ans. Donc déjà à la majorité, on est déjà quasiment prescrit. Voilà, c'est cette problématique entre les deux prescriptions. Il faudrait, enfin je dis il faudrait, c'est pas à moi de le dire, il faudrait que la prescription de la non-dénonciation soit liée aux faits principaux, en tout cas à la prescription des faits principaux. merci pour ces précisions. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont réagi à cette idée que vous avez développée, Monsieur Pourchasse. Vous avez pu nous dire que vous étiez réticent à l'idée de prendre en compte la culture pour penser les actes de violence sexuelle. Cela sous-entendait que les comportements sexuels violents seraient liés à la culture. Ce pourquoi vous préférez penser... Voilà, l'inverse. Alors, je stoppe tout de suite ce raisonnement, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Hein. Je pense que la plupart l'ont compris. Alors, je vais juste on associe. Au bout de la question, juste oui. Comme ça sera fini, parce qu'elle est extrêmement longue et plusieurs questions tournent autour de ça. Pouvez-vous développer donc vos propos ? Selon vous, cela suggère-t-il que l'éducation familiale à la polynésienne soit un facteur de risque, un facteur favorisant ces comportements transgressifs ? Non, bien au contraire. Ce qu'on est par rapport à notre culture ne peut pas induire ce qu'on peut autoriser, ce qu'on peut faire en la matière. Donc on dissocie la culture. La culture, c'est ce qu'on est. Et en revanche, ce qu'on va faire, c'est la façon dont on a été éduqué. Hein. Donc je dissocie vraiment. Alors je vais être plus précis. Très souvent, j'entends c'est peut-être lié à la culture. Ils font ça parce que c'est lié à leur culture. La violence sexuelle sur un mineur, c'est lié à aucune culture. Voilà, c'est une transgression de nos fonctionnements d'éducation, tout simplement, et après des éléments moraux associés à ça, hein, mais aucune référence à la culture. Donc que ce soit dans une famille polynésienne ou autre, en aucun cas. Et les raisonnements que je portais, c'était vraiment de pouvoir apporter des éléments d'éducation. Le silence dans la famille, ne pas aborder ces sujets, c'est aussi quelque part les très jeunes enfants, ils voient plein de choses autour d'eux, hein, ils comprennent plein de choses, mais ils mécomprennent plein de choses. Voilà. Donc le but de la prévention, c'était aussi d'apporter des informations et initier les familles peut-être davantage à des messages à faire porter à leurs enfants, et notamment sur ce volet-là, mais aucunement lié à la culture dans mon raisonnement. Hein, d'accord. Alors, pour rebondir sur ce silence que vous évoquez, en tant que citoyen, si on entend parler d'atteinte sexuelle chez un mineur par un membre de la famille, inceste donc, les parents de l'enfant nous affirment que cela se réglera au sein de la famille, comment doit-on réagir ? Signaler ? Oui ou non ? De manière anonyme ? Alors, à partir du moment où c'est connu dans une famille ou extérieur à la famille, on revient à notre charge de citoyen. C'est-à-dire que là, on est face à un fait grave. C'est pas juste une bêtise commise par un individu. Là, c'est quelque chose qui risque de détruire et qui détruit déjà la vie de quelqu'un. Hein. Donc, c'est indéniable. On a parlé de la non-dénonciation tout à l'heure. Alors, il est vrai. Et là, après, je peux comprendre le délai. C'est vrai qu'on est toujours, à partir du moment où on a connaissance de quelque chose, on veut absolument savoir. Et puis nous, les enquêteurs, gendarmes, policiers, on veut aller tout de suite
je comprends qu'une victime ou que sa famille ou que quelqu'un qui sait quelque chose met du temps. On peut comprendre ça, on en a parlé avec les délais de prescription. Les gens vont mettre du temps parfois. Hein. Il va falloir cheminer parfois pour arriver à révéler les choses. Hein. Mais l'information qu'on peut donner à tous, c'est qu'à partir du moment où on a connaissance de ça, on ne peut pas le garder pour soi. Ce qui veut dire que peu importe vers qui on va, et qui est un professionnel, que ce soit les associations d'aide aux victimes, que ce soit un référent dans telle ou telle institution, et qui, lui, va pouvoir aider la personne dans ce cheminement, au vu d'apporter les éléments devant la justice. Voilà le cheminement. C'est trop facile de pointer du doigt en disant t'as pas fait, il faut aider les gens à faire. En revanche, on a aussi beaucoup de situations, et là je le dis, c'est un peu délicat de le dire, même parfois des professionnels parce qu'ils sont face à une situation où ils sentent qu'il y a beaucoup de difficultés déjà dans la famille, ou font parfois eux-mêmes pas aller jusqu'au bout du raisonnement qui devrait pourtant être immédiat. Hein, ce qui veut dire que on va laisser un peu de temps, ou parfois trop de temps. Et la réalité, c'est que les faits peuvent se recommettre aussi assez rapidement. Hein. On ajoute à ce qui s'est déjà passé. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Il ne faut pas pointer du doigt quelqu'un qui aurait mis du temps à révéler, enfin une victime à révéler. Mais celui qui sait, il doit l'amener à ce cheminement le plus rapidement que possible quand même. Merci. Madame Coloric... Je voudrais simplement rappeler que oui. c'est une infraction pénale de ne pas révéler les faits. Hein. C'est essentiel, hein. C'est 3 ans d'emprisonnement. Hein. D'accord. Oui, il faut vraiment le rappeler. Concernant la médiatisation victime-auteur dans le cadre de l'inceste, Madame Coloric en a parlé et a parlé d'un échec. Hein. Qu'en est-il du point de vue de nos intervenants canadiens sur la médiatisation victime-auteur dans le cadre de l'inceste? Alors, écoutez, nous, on travaille tellement différemment à certains égards. Donc, j'ai envie de vous dire sur cette question-là, juste peut-être provoquer un peu le débat, mais donc il y aurait beaucoup de points sur lesquels on pourrait réagir. Alors, je vais répondre très très simplement à cette question-là, puis je vais peut-être laisser la parole à mes collègues sur d'autres points. Parce que nous, on va appeler la médiation auteur-victime. On la pratique au Québec, on la pratique en violence conjugale, en inceste avec des détenus. Je vais juste vous donner une petite information. Il se passe environ 1 an et demi à 2 ans de préparation entre le moment de la demande qui est effectuée par la victime de rencontrer son auteur et le moment où la rencontre a éventuellement lieu. Et l'immense majorité des rencontres n'auront pas lieu en face à face parce qu'avec la préparation, on obtiendra la réponse aux questions qu'on recherche. Il y a un travail qui est proposé avec des techniques qui sont très strictes. Et il n'est absolument pas question de mettre ensemble des gens qui viennent juste de demander, qui ont besoin d'avoir des réponses. Et l'immense majorité des victimes d'agressions sexuelles, notamment, ont besoin d'avoir des réponses. Et tout simplement, pourquoi moi? Est-ce que maman était au courant? Est-ce que tu as fait pareil avec mes frères et sœurs? Il y a des millions de questions qui sont très crues, qui sont diaboliques et dramatiques et qui posent des problèmes psychologiques graves et dont la réponse est essentielle et elle ne doit pas être... Alors cette réponse n'est pas nécessairement de forme psychologique, mais le travail de préparation avant la rencontre est absolument essentiel et organiser une médiatisation juste sur la simplement demande avec des gens qui ne sont pas nécessairement formés à ça, pas nécessairement formés, mais sans que les personnes soient préparées, nous, on l'évite beaucoup. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou si on peut lancer un débat, mais... Oui, il n'était absolument pas question de répondre et d'être dans l'agir non plus pour répondre à cette demande de médiation. Mais on partait du constat que lorsqu'elles avaient 18 ans, la plupart des jeunes filles voulaient voir leur père ou venaient voir leur père et qu'aucun travail n'avait été fait. Donc c'est vrai que nous souhaitions engager ce travail de préparation, justement, et non pas être dans l'action immédiate de la médiation. Hein, voilà, mais engager ce travail de préparation
avec des professionnels à l'extérieur qui prendraient en charge la victime. Voilà. Merci. Alors, une question qui est revenue à 3 reprises. Si un des actes de prévention contre les violences sexuelles sont des sanctions lourdes, pourquoi certains viols ne passent pas devant la cour d'assises? Alors, il est évident que certains viols ne passent pas devant la cour d'assises. Il s'agit de 2 choses. Il s'agit aussi de savoir que depuis les années 60, le nombre d'affaires aux assises n'a pas évolué. Sauf que les affaires criminelles mises à jour, elles, ont quadruplé. Donc il faut bien faire un tri, hein, j'aime pas ce terme, mais il faut bien faire un tri dans les affaires qui arrivent devant la cour d'assises, pour plusieurs choses. D'abord pour que les faits soient effectivement jugés en temps et en heure, et aussi pour pas tomber, parce qu'on peut toujours encombrer les rôles, hein, comme on dit techniquement, mais pas tomber aussi sur le coup de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous sanctionne régulièrement parce qu'on ne juge pas les gens dans les délais. Donc il faut faire des tris. Alors bien sûr, on part du principe que tout ce qui, en tout cas ici, hein, de tout ce qui touche les mineurs en priorité seront jugés devant les assises. C'est lorsqu'il s'agit de faits commis contre les majeurs qu'on a tendance à tirer vers le bas, j'allais dire. Hein. Ça ne veut pas dire que la personne, au fin de compte, n'est pas condamnée à la même peine. On arrive à des peines à peu près équivalentes. Mais ça permet de juger un plus grand nombre de faits. Ça permet à un plus grand nombre de victimes d'être quelque part satisfaites parce qu'elles ont été reconnues comme telles, comme victimes, et leur auteur condamné. Et certes, c'est pas dans le bon sens. Le bon sens, ce serait qu'on ait plus de place, hein, dans les assises. Mais voilà, on est contraint, hein, sur le plan judiciaire. Et Monsieur Jean-Bernard Rouche peut en dire peut-être un peu plus, hein, étant au parquet général de Papeete. Oui, alors c'est très simple. On parle de correctionnalisation dans ce cadre-là. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en Polynésie française, il y a 4 sessions d'assises par an. 4 sessions d'assises par an. C'est entre 24 et 25 capacités de jugement criminel. Le nombre des affaires de viol est beaucoup plus important. Donc, on est dans un contexte de décision de juger. Pour juger dans des temps raisonnables, comme le disait Martial, sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme, il est nécessaire de prendre des stratégies. C'est malheureux de dire ça, mais on est obligé de faire ça. Et puis surtout, il faut que vous sachiez une chose, c'est que lorsque l'on décide de correctionnaliser une affaire de viol, cette décision est toujours soumise à la victime qui doit donner son accord par écrit. Ça, c'est très important. On ne correctionnalisera jamais une affaire dans laquelle la victime se sera opposée à la correctionnalisation. Autre chose, il faut que vous sachiez qu'une affaire de viol transformée en agression sexuelle, devant la chambre correctionnelle, devant le tribunal correctionnel, c'est de l'ordre de, je parle sous le contrôle de mon collègue, 2-3 heures à peu près, le temps d'examen des faits. Devant la cour d'assises, c'est 2 jours. C'est 2 jours plus 6 jurés, plus 3 magistrats, un procureur ou un avocat général. Ça vous donne une idée du volume. Et donc, par là même, il y a un coût à tout cela. La victime, ce qu'elle veut, c'est la condamnation de la personne qui l'a agressée. Parce que c'est ça, sa reconnaissance de statut de victime. Que ce soit devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel, peu importe.
parce que les peines vont être à peu près équivalentes. Celles prises par le jury populaire avec les 3 magistrats du siège ou celles prises par les 3 magistrats du siège devant le tribunal correctionnel. Voilà, moi je laisse cette chose-là à votre réflexion en sachant pertinemment une chose, c'est que passer tous les viols commis sur ce territoire devant la cour d'assises, sérieusement, je ne sais pas faire. Je voudrais simplement ajouter que, sans tomber dans le gore, mais ce sont souvent des viols au sens de la loi qui sont pas forcément des viols comme on pourrait le considérer, pas d'actes de pénétration sexuelle, sexe, mais souvent des pénétrations digitales qui sont pour le coup correctionnalisées. Souvent, on correctionnalise bien sûr les faits qui sont essentiellement reconnus par l'auteur et avec l'accord de la victime. Donc il y a quand même, c'est pas fait comme ça à l'emporte-pièce, et ça permet de satisfaire, dans le contexte contraint qu'a la justice actuellement, de faire au mieux et que, voilà, de satisfaire à la fois l'exigence vis-à-vis de l'auteur, c'est-à-dire une condamnation, et l'exigence pour la victime, c'est-à-dire qu'elle soit reconnue en tant que victime et qu'elle puisse faire valoir ses intérêts à l'égard de l'auteur. Oui, si je peux me permettre de répondre un petit peu à ça également, je voudrais dire que j'entends complètement et je suis parfaitement consciente pour assister régulièrement aux assises du fait qu'on ne peut absolument pas passer tous les viols sur les rôles d'assises. Il y a une contrainte matérielle qui est une absolue évidence avec laquelle on est bien obligé de faire. Et ça, tout le monde le sait, y compris les victimes lorsqu'on leur pose la question, et que c'est une vraie difficulté. Ce qui me gêne un petit peu, en revanche, dans cette histoire, c'est la manière dont est parfois, alors je ne sais pas du tout comment ça se passe à Papeete, bien évidemment, j'y suis pas, mais dont il arrive que les questions soient posées aux victimes, parce que on essaye de leur vendre la correctionnalisation parfois, et du coup on y parvient. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas on vous propose de correctionnaliser parce qu'on n'a pas la place pour audiencer aux assises. On leur dit on vous propose de correctionnaliser parce que vous savez, devant une cour d'assises, on n'est jamais sûr d'obtenir une condamnation, c'est un jury populaire, etc. Et puis c'est lourd un procès d'assises, c'est difficile à supporter, ça sera quand même plus confortable pour vous. Si vous avez un procès en correctionnel, les assises, il va falloir attendre 1 an pour que ce soit audiencé. En correctionnel, dans 3 mois, vous êtes débarrassé. Enfin, il y a aussi ce genre d'argument. Alors, je vous dis, je ne sais pas du tout comment ça se pratique à Tahiti. Je n'y suis pas. Mais moi, ce qui me gêne toujours beaucoup en métropole, c'est lorsque j'entends une victime qui a accepté... Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'une victime accepte la correctionnalisation, si c'est effectivement en connaissance de cause, etc. Ça me gêne beaucoup plus si elle l'accepte parce qu'on lui a dit, par exemple, que elle n'était pas sûre d'obtenir une condamnation aux assises. Et enfin voilà, ce type d'argument. Alors, je commence à avoir une ancienneté plus que certaine. C'est vrai que ce que vous dites est exact il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ça se passait comme ça. Le juge d'instruction convoquait la victime et puis sans la présence de son avocat souvent. Il lui disait bon, vous comprenez, c'est vrai que vous avez été victime, mais vous ne voudriez pas que ça passe plus vite. Et puis ça sera devant des magistrats professionnels, vous n'aurez pas à vous exprimer devant un jury, ça se passera mieux. Ici, c'est pas ça. Normalement, chaque victime, alors d'une part, si elle est mineure, elle va avoir systématiquement une administratrice ad hoc qui va la représenter, laquelle sera accompagnée par un avocat. Et il est bien évident que le magistrat instructeur ne saurait poser la question à une victime sans la présence de son administrateur ad hoc et de son avocat. Alors c'est vrai que les faits de rapidité de jugement, c'est vrai que les faits de rapidité de jugement, c'est vrai que tout ça intervient, bien évidemment. Mais ça n'est pas le but principal. Et en tout cas, une chose est certaine, ça n'est pas l'explication de la chose.
Alors c'est vrai aussi, comme le disait Martial de façon très juste, que quelquefois, on est tangent au niveau de la criminalisation de l'acte. C'est sur la frontière du criminel et du délictuel. Et ça aussi, il faut l'expliquer. Voilà. C'est de cette façon-là que ça se passe, en réalité. Mais il y a 20 ans, je suis tout d'accord avec vous. Alors, je pense qu'il existe encore des juridictions qui doivent avoir 20 ans de retard, hein, probablement. Mais malheureusement. Alors, j'exclus effectivement ce qui concerne les mineurs, où on a toujours maintenant, effectivement, un administrateur ad hoc et un avocat. Même s'il m'arrive aujourd'hui de recevoir des gens qui sont majeurs maintenant, alors qui effectivement étaient peut-être mineurs il y a 20 ans, ceci dit, mais qui me disent, enfin, qui viennent nous voir aujourd'hui avec un jugement qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils me disent, mais moi j'avais l'impression que ce dont j'avais été victime, c'était des viols, et je m'aperçois qu'en fait, j'ai un jugement correctionnel, et expliquez-moi. Bon, c'est pas compliqué à leur expliquer, effectivement, on leur explique le principe de la correctionnalisation. Mais c'est vrai que ce qui est bon à un moment, l'est pas forcément plus tard, parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose d'être connu. Alors c'est vrai que si c'est bien expliqué, une victime majeure peut comprendre qu'on est à la limite entre le correctionnel et le criminel, etc. Mais encore faut-il effectivement que ce soit bien expliqué. Donc, dans l'idéal, évidemment, ça serait bien si on pouvait appliquer le droit juste comme il est et passer en cour d'assises ce qui est criminel et en correctionnel ce qui est correctionnel. Si on ne peut pas le faire, c'est vrai que c'est important d'avoir toutes ces explications que vous donnez, monsieur, et ces précautions que vous donnez. Effectivement, je suis ravie de savoir que ça se passe comme ça et qu'il y a cette attention-là, au moins ici. Parce que c'est pas la même chose d'être jugé pour un viol et d'être jugé pour une agression sexuelle, malgré tout, y compris pour la victime. Alors, je voudrais simplement ajouter qu'il y a autre chose. Il y a une autre raison pour laquelle on peut correctionnaliser les faits, en tout cas. Ici, à Papeete, il y a plusieurs lectures. Il y a d'abord la lecture du juge d'instruction, dans un premier temps, une lecture du substitut ou du vice-procureur chargé de régler le dossier, c'est-à-dire mettre en état le dossier pour transmettre à nouveau au juge d'instruction. Et il y a une lecture du parquet général. Voilà, donc il y a différents filtres et on arrive quelque part à être les uns les autres convaincus de l'orientation du dossier. Alors, ce qui peut amener, alors là je vais porter atteinte au sacro-saint à l'institution du jury, mais il nous arrive aussi, je le dis franchement, il nous arrive de débattre entre nous de questions techniques purement juridiques, si elles sont débattues aux assises avec le jury populaire, on va droit dans le mur, on va à l'acquittement. Et on le sait déjà parce que ce sont des questions hautement techniques. Alors, on préfère, à la limite, pour préserver la victime, que ça soit débattu entre magistrats professionnels au sein du tribunal correctionnel, et ça permettra à l'auteur d'être condamné, à la victime, d'avoir gain de cause. Merci. Je ne voudrais pas qu'on cristallise trop le débat sur cette question. Non, c'est justement pas sur cette question-là. Je voulais justement aller ailleurs parce que je me disais depuis tout à l'heure, justement, on parle de la criminalisation et tout ça, et tout en reconnaissant que c'est une infraction criminelle et que, bon, il y a une partie qui doit être la criminalisation et tout ça. Je réfléchissais et je voudrais entendre aussi, parce que si on dit que dans 80% des cas, c'est des violences intrafamiliales, ça va créer le dévoilement, qui est un acte courageux, s'il en faut un, mais qui se produit dans toutes sortes de circonstances. Souvent, ça va être, en tout cas, ce qu'on voit chez nous, ça va être la grande sœur qui, parce qu'elle a été agressée, voit sa petite sœur éventuellement pouvoir être agressée, va décider de prendre la responsabilité, de dévoiler le fait. Ça va créer un séisme dans la famille. Et ça devient un drame familial. La mère, qui éventuellement va être accusée d'aveuglement volontaire, qu'est-ce que ça fait? Et ça va soulever toute une tollée de problèmes. Et je me demandais comment ça s'est pris en charge. Parce que chez nous, il y a une dénonciation qui est faite effectivement à la police, mais il y a une prise en charge par une instance qu'on a, qui est la Direction de la protection de la jeunesse, et qui va mettre en place tout un système pour intervenir auprès de la famille, pour justement éviter, pas éviter, mais essayer de travailler sur ce qu'on pourrait appeler les dommages collatéraux, parce que ça va créer vraiment un drame quelque part. Et il faut aussi le voir comme ça.
Puis, merci Marie-Mère. Puis je vais me permettre de rajouter quelques petites statistiques québécoises pour faire de l'écho. Chez nous, au Québec, et on n'est pas une société polynésienne, on aura une femme sur 3 qui va être agressée sexuellement dans sa vie. On a des enquêtes de victimisation qui nous ont permis d'aller chercher l'étendue du chiffre noir. Donc on a un chiffre qui est encore, c'est-à-dire qu'on a une idée mieux, mais on n'est pas encore dans la réalité. On a plus de 85% des agressions sexuelles commises dans une année qui ne seront jamais dénoncées. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que ces mêmes enquêtes nous disent que sur ce chiffre non dénoncé, plus de 50% a été dévoilé à un ami, à un collègue de travail, à la famille, et a été géré en dehors des autorités légales. La question que je vous pose, c'est... Alors, puis on va se parler de données criminologiques intéressantes. Quand on demande aux victimes pourquoi elles ont dénoncé à la police, elles nous répondent « j'ai fait ça par devoir ». Je ne l'ai pas fait parce que l'auteur, je voulais l'appréhender, etc. Quand on leur demande aussi pourquoi elles n'ont pas dénoncé, on nous parle de l'honneur de la famille qui est complètement brisé, l'incapacité à gérer la médiatisation, l'incapacité de retrouver... Alors, le système... Je fais exprès pour lancer le débat, vous inquiétez pas, je suis juriste moi-même, je défends le droit tous les jours, vous inquiétez pas. Mais je trouve ça préoccupant et intéressant, je pense que c'est le moment d'en parler, que la manière dont on va... en fait, la victime, la manière dont elle va être dans le système de justice pénale va permettre aussi que tout le monde va le savoir. Donc toutes ces atteintes à l'honneur au quotidien, aucune prise en charge sociale. Je donne un exemple tout bête, mais mes amis ne veulent plus aller au cinéma avec moi parce qu'on a trop peur qu'il y ait une scène sexuelle dans un film et que je sois retraumatisée. Donc ça va très loin, on perd effritement social total. Donc la question, c'est est-ce que la dénonciation aux autorités judiciaires, et on se la pose tous les jours, est-elle la seule solution? Est-ce qu'on ne peut pas penser donc à d'autres prises en charge complémentaires sans du tout enlever ce pouvoir institutionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'on est encore adapté aujourd'hui aux besoins de la population, dans les besoins qu'on découvre tout simplement, et dans les réalités familiales, et surtout en matière intrafamiliale? Moi, je me mettrais du côté de l'auteur et de la dangerosité au niveau de l'auteur. Moi, je vais parler de réitération de faits, je vais parler de renouvellement de l'infraction. Et c'est pour ça qu'il me paraît essentiel que les faits soient dénoncés à la justice pour arrêter, pour éviter, pas se placer simplement du point de vue de la victime, mais se placer aussi du point de vue de l'auteur. Et que c'est un danger. Souvent, ils sont en réitération, ces personnes-là, on le voit. Et aux États-Unis, les statistiques, vous le savez, sur 100% des pédophiles, 100% réitérés, ont été remis en liberté. Donc on est à 100%, on n'est pas à 80%. Donc il faut se garantir de ce que la personne ne renouvelle pas les faits. Et pour se garantir, il faut la connaître, il faut qu'elle soit identifiée et qu'on puisse la traiter sur un plan psychiatrique, psychologique ou autre, de façon à ce qu'elle ne réitère pas. Donc il faut que ça vienne à la connaissance, il est essentiel que ça vienne à la connaissance de la justice, de mon point de vue. Je vous remercie parce que ces points avaient été abordés dans de nombreuses questions. Donc là, ça c'est fait, on va dire. Alors, juste si je peux compléter, parce qu'on était aussi sur la logique de comment prévenir aussi tout ça. Enfin, moi, je vais donner une expérience qu'on mène ici, mais qui fait référence à plein de choses qu'on a vues dans beaucoup d'endroits. Nous, dans un établissement scolaire, on forme des élèves à être un peu les pères de leurs camarades. Donc, pas au travers de la formation, pas les pères. Et donc, du coup, on les informe aussi sur cette thématique, parce que les jeunes entre eux perçoivent des choses que les adultes ne voient pas, et notamment dans le domaine scolaire. Et il est vrai que former ces élèves à être, d'ailleurs, déjà connaître la problématique qui est existante, savoir comment elle peut se manifester au travers de comportements à l'école. Je vais pas bien. Depuis quelques jours, on voit que la camarade de classe, elle est vraiment pas comme elle est d'habitude. Tout ça pour peut-être aller discuter dans un premier temps avec elle et voire même, si elle ne veut pas discuter, elle la diriger à un moment donné vers un référent de l'établissement scolaire adulte. Voilà, ça c'est des pistes qu'on essaie de mettre en place justement pour ces raisonnements-là. À partir du moment où il y a des choses qui sont commises, on sait bien que la révélation des faits, c'est extrêmement compliqué. On parlait de courage. Nous, c'est souvent ce que l'on dit à ces jeunes filles ou ces jeunes garçons. On leur dit, franchement, tu as été très courageux de venir là aujourd'hui parce que peut-être que toute la démarche dont vous parliez et la démarche de la justice ne va pas régler totalement le problème. Ça, on en est tous convaincus.
Mais c'est aussi ce qu'il faut faire pour faire stopper l'auteur, et c'est une des demandes. Il y a plusieurs autres demandes derrière, mais c'est une des demandes. Voilà. Si je peux juste, parce que, bon, vous parlez de formation en milieu scolaire. Nous, on a été témoins aussi de situations à l'extérieur du système scolaire, parce que, bon, souvent, c'est... Et de former, par exemple, les intervenants en camp de jour, qui aussi peuvent être des personnes qui entendent. Chez nous, une des personnes qui reçoit le plus de confidences, c'est la coiffeuse. Qu'est-ce qu'on fait avec la coiffeuse? Mais ben c'est ça, c'est de faire en sorte que les personnes soient formées et sachent comment agir et comment gérer cette confidence qu'on leur fait. Puis comme ça, ben on va arrêter que ce soit caché et caché parfois juste parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on nous a confié. Donc, si on est capable d'en parler ouvertement, de donner ouvertement des pistes et de dire, ben voici comment ça va être fait, voici comment ça va être traité et comment vous allez être protégé aussi à travers ça, bien, on a déjà fait un pas. Mais les confidents, ils se trouvent aux endroits parfois Bien sûr. les plus On a parlé incongrus. On a parlé des obédiences hier, hein, et nous, on intervient aussi. C'était un sujet un peu délicat, la sexualité ou la violence sexuelle, hein, auprès des églises. Et avec des associations, avec des relais aussi. Il y a une représentante de Veineorama, là. Très souvent, on intervient. Ce sujet-là, ils ne voulaient pas qu'on en parle, hein, mais les questions viennent. Donc, on y répond et on en fait un débat après. Et comment signaler, justement, à partir du moment où, dans notre famille, on est au courant de ça. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure est flagrant. Hein, la maman qui a subi, qui s'est tue pour tout un tas de raisons et qui va finir par révéler là aujourd'hui parce que sa fille a été elle-même victime. Voilà. Donc, c'est... Alors, une question maintenant qui s'adresse... Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir juste pour dire, juste que, en ce qui nous concerne, en tout cas par rapport à ce qu'on peut constater quand même, hein, c'est ce qui est important à savoir, c'est que la récidive, elle est très basse quand même. Contrairement à ce qui peut se passer aux États-Unis aussi, c'est-à-dire que les personnes qui sont suivies, le pourcentage de récidive, il est quand même faible. Sur ce type d'infraction et de crime. Hein, vous avez après les pervers, etc. Voilà, là c'est autre chose. Mais sinon, les chiffres sont quand même extrêmement bas pour ce qui concerne la Polynésie française. Et ça, il faut le savoir, d'où l'importance de dénoncer aussi. Hein. Et je me permettrai de rajouter, parce que j'aime beaucoup votre intervention à cet égard, donc la récidive peut-être... Alors, je ne connais pas du tout la réalité polynésienne, mais on a aussi, en dehors des conséquences, des problèmes strictement psychologiques ou psychiatriques associés aux auteurs, on a des grosses problématiques sociales aussi, tout simplement, sanitaires et sociales. Donc l'agression sexuelle, c'est pas uniquement non plus un passage à l'acte lié à une déviance intérieure. Hein. On est vraiment juste dans une structure sociale qui est fragilisée et c'est malheureusement la manière aussi d'exprimer le mal-être sur les femmes. Donc ça vient faire appel à beaucoup d'autres choses qu'on ne débattra pas ici. Mais donc le traitement social aussi à prendre en compte et à mon avis de manière majeure. Alors, une question aux psychologues, hein, posée par plusieurs personnes qui sont sur le terrain. Peut-il y avoir une nouvelle relation père-fille ou familiale après une agression sexuelle, inceste? Une limite a été franchie. Comment retrouver le papa derrière l'agresseur? Alors, je ne peux pas répondre à cette question, comment retrouver le papa derrière l'agresseur, puisque c'est vraiment des mécanismes individuels qui sont en jeu. Mais qu'une nouvelle relation puisse être mise en place dans certaines situations, et encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas faire de généralisation, je pense que dans certaines situations, quelque chose peut se renouer d'une nouvelle relation. Maintenant, peut-être que la personne qui travaille déjà avec les auteurs et les victimes peut mieux répondre. Oui, la question est pertinente, elle est vraiment intéressante et elle est fondamentale. Y a-t-il une possibilité de nouvelles relations? Ce qui est caractéristique de la personne qui a été l'objet de violence de la part de son père, c'est à la fois la souffrance en termes de « je ne méritais pas ça »,
C'est pas juste. Mais c'est aussi la haine qui reste. Et la haine est autodestructrice. Donc si on ne travaille pas sur la haine qui reste, d'une part, il n'y aura jamais plus de relation entre un père et une fille, mais il risque de ne plus avoir jamais aucune relation entre une fille et un homme, quel qu'il soit. La haine est autodestructrice. Donc il faut travailler sur ce qui reste de haine chez chacun. Donc la question de cette relation entre le père et sa fille meurtrise est une relation importante. On ne peut pas la laisser de côté, on ne peut pas dire c'est foutu une fois pour toutes. Non. Il y a un travail psychologique à penser et à réaliser. Et ce travail-là, c'est un travail de médiation, mais pas au sens de je me mets en face à face et je discute. C'est pas ça la médiation. La médiation, c'est cette capacité que nous avons à parler à l'environnement et au réseau dans lequel nous sommes et à faire circuler de l'information de telle manière qu'une fiabilité de l'environnement se développe telle qu'une autre parole soit possible. C'est ça la médiation. Ça n'a rien à voir avec le pardon, ça n'a rien à voir avec la compréhension de l'autre, ça a à voir avec qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que je fais de cette haine qui me dévore. C'est ça la médiation. Et dans ce cas-là, il y a des choses à faire. Mais pour le faire, il faut être formé. Il faut des spécialistes là-dessus. Je ne vais pas plaider pour ma chapelle, mais il faut des psychologues confirmés. Alors oui, puis on peut être aussi autre chose que psychologue pour parvenir à faire ça. Non, la relation, c'est un mot intéressant parce que la relation ne veut pas nécessairement dire l'amour, ne veut pas nécessairement dire le pardon. C'est vraiment la première étape, c'est la reconnaissance des souffrances qu'on a causées à l'autre. Et c'est donc un processus, oui, qui se travaille. Alors on propose justement, donc dans tout le système de justice restaurative dont vous entendrez parler, ou vous avez déjà entendu parler, c'est ce travail-là qui est amorcé. Et je veux vraiment insister sur les propos de Loïc Villarbu pour dire qu'il ne s'agit pas nécessairement d'amener un pardon au sens abnégation totale ou négation totale de ce qui s'est passé, mais la reconstruction du lien sans négation aucune de ce qui s'est passé. Donc travailler de manière à ce que les souffrances soient reconnues par l'auteur sur sa victime et surtout, pas surtout, mais aussi de l'autre côté, que la victime puisse enfin comprendre qu'elle n'y est pour rien dans ce qui s'est passé, parce que ce qu'on voit surtout dans ces processus-là, c'est à quel point les personnes victimes se sentent coupables, sont persuadées qu'à leur manière, elles ont ou cherché, ou provoqué, ou encouragé les actes. Et on a des personnes victimes qui le font vraiment. Je vais vous donner un exemple horrible. J'ai une jeune personne dans mon service qui se levait elle-même le matin pour prodiguer des actes sexuels à papa avant que papa les demande, parce que ça permettait d'entretenir le confort de sa mère et le non-passage à l'acte de violence sur la maman, parce que ça permettait à ses frères et sœurs de manger à leur faim, et elle avait pris ça comme une dynamique familiale. Il était impossible d'expliquer à cette personne qu'elle était une victime. Elle me regarde dans les yeux en me disant « Mais non, c'est moi qui suis allée de mon plein gré ». Et on parle d'une jeune fille de 12 ans sur un papa qui en a... Bon, je vous laisse imaginer la suite. Donc ce travail de reconnaissance, il doit être fait par l'auteur sur la victime, mais ça permet aussi à la victime de le faire elle-même. Et on a juste de pouvoir dire à l'autre, c'est moi qui t'ai fait ça, parce que je te contrôlais, que je te manipulais, et toi, tu y es pour rien. Juste ça reconstruit les liens. Et là, la relation redevient possible. Quelle doit être la qualité de cette relation ou l'immensité affective de cette relation, ça appartient à chacun. Et ça doit être accompagné psychologiquement. Mais la reconnaissance des gestes est, à mon avis, quelque chose d'essentiel quand il est possible et quand les personnes sont prêtes à engager ce processus. Merci beaucoup. On va quitter un peu le champ du psychologique. Si les obligations de soins sont importantes pour la prévention de la récidive, pourquoi l'État ne met pas les moyens en place pour assurer les suivis à la sortie de la détention ? Alors, c'est quand même des questions qui, vous comprendrez bien, qui me dépassent un petit peu, hein, évidemment. On est
évidemment que nous, notre problème, c'est toujours l'orientation par rapport aux obligations de soins. Et évidemment, le choix du partenaire avec lequel on va travailler et surtout le partenaire qui va bien vouloir accepter de travailler avec nous aussi. Bien entendu que s'il y avait plus de psychiatres et de psychologues dans les services hospitaliers, bien sûr que ça nous favoriserait la vie, ça c'est clair. En plus, notre travail à nous n'est pas de porter un jugement sur le travail du psychologue ou du psychiatre, c'est pas ça. C'est de travailler en collaboration tout en sachant qu'on travaille dans le cadre du secret professionnel. Donc évidemment qu'un médecin, un psychiatre ou un psychologue ne va pas nous dévoiler ce qui se passe dans son cabinet, il ne va pas nous raconter la vie de la personne, ça c'est clair, c'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est effectivement qu'il y ait un suivi qui soit opérant et que la personne adhère à ce suivi. Si elle n'y adhère pas, charge à nous, en lien avec le psychologue de notre service, de savoir s'il n'y a pas un moyen de changer d'orientation. Mais comprenez bien que ce qui se retrouve ici en termes de difficulté d'orientation vers un psychologue ou un psychiatre se retrouve effectivement partout. C'est pas propre à la Polynésie française. Effectivement, moi j'aimerais bien qu'on mette plus de moyens par rapport à ça, mais c'est comme pour tout le reste, plus de médecins, la société irait peut-être un peu mieux. Voilà, donc nous, effectivement, on est confronté à cette réalité. Néanmoins, on a quand même des partenaires qui sont de bonne volonté, qui prennent en compte lorsqu'il y a vraiment des urgences et des profils inquiétants, et qui font le nécessaire pour les suivis. Mais encore une fois, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même assez compliqué. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, on me dit qu'il faut absolument qu'on arrête ce débat qui était pourtant passionnant. Alors, je vous propose que toutes ces questions qui ont été posées seront données à la page et sur leur site, ils s'efforceront de donner des réponses. On remercie beaucoup nos intervenants, c'était vraiment passionnant et on va faire une petite pause.